Il est juste de dire que les forêts denses, les ponts et les mauvaises routes des Ardennes ne servirent pas bien les chars de 70 tonnes. Une préoccupation encore plus grande pour les troupes allemandes était la rapidité avec laquelle l'offensive avait épuisé l'approvisionnement en carburant. Réalisant que remplacer quelque chose d'aussi fondamental que le carburant par la force brute ne fonctionnerait pas, l'offensive allemande a pris la décision d'abandonner tout leur équipement lourd et de tenter de fuir à pied. Piégés, encerclés et à court de carburant, un total de 135 véhicules blindés ont été laissés derrière dans les Ardennes. Et malgré les meilleurs efforts des troupes allemandes pour détruire les chars laissés derrière dans une tentative de percée rapide, tous n'ont pas été rendus inutilisables. L'un des tigres royaux laissés derrière a ensuite été récupéré et se dresse aujourd'hui comme un monument à la glaise, comme un rappel tangible de la façon dont le char, le plus lourd et le plus redouté d'Allemagne, pouvait finir bloqué et abandonné. En mettant tout cela ensemble, il est juste de dire que le Tiger II a été créé avec un compromis brutal, sacrifiant la vitesse, la facilité d'utilisation et la quantité de production pour la puissance brute et la protection, ce qui pouvait effectivement justifier son surnom de Tigre royal, tant que le champ de bataille était un terrain ouvert pour des tirs à longue portée. Mais ce qui a vraiment sapé sa force brute, c'était tous les problèmes opérationnels et mécaniques qui l'ont suivi tout au long de la guerre et surtout vers la fin. Seulement deux options étaient disponibles. Un autre Tiger, deux ou plusieurs chars standards travaillant en efforts combinés, dont aucun n'avait de sens à utiliser pour le remorquage au lieu de combattre. Cela ne laissait aux équipages allemands d'autre choix que d'abandonner et de détruire leurs propres chars pour éviter qu'ils ne soient capturés. Sans oublier que cela arrivait régulièrement. On estimait que beaucoup plus de Tigers ont été détruits par leurs propres équipages en raison de panne ou d'épuisement du carburant que par le feu ennemi. Une fois sur le champ de bataille cependant, le Tiger II était impitoyable. Cependant, c'était le fait d'arriver sur le champ de bataille qui causait le plus de problèmes aux Allemands. Il existe de nombreux rapports de défaillance mécanique pendant le transit vers le champ de bataille. L'un d'eux concernait le 501e bataillon de Panzers lourds de l'armée qui est arrivé sur le front de l'Est en août 1944 avec seulement 8 chars sur 45 en état opérationnel. Les autres étaient tombés en panne pendant le transport. Un autre cas était la division Panzer en France qui a reçu 5 Tiger II en renfort, où les 5 sont tombés en panne avant même de voir le combat. En plus de cela, les équipages de Tiger II ont dû les détruire pour éviter qu'ils ne soient capturés. Cela souligne l'importance des problèmes opérationnels et des pannes mécaniques que l'armée allemande a rencontrées avec un char qui était censé mettre fin à la guerre en leur faveur. Bien que le blindage du Tiger II était parmi ses caractéristiques les plus fortes, il n'était pas indestructible. Un groupe de chars, Tiger II, a été pris en embuscade par une poignée de chars moyens soviétiques, T-34-85 à courte portée en utilisant intelligemment le terrain pour rester cachés. Dans cette attaque surprise, 3 Tiger II ont été mis hors de combat, alors que les chars soviétiques attaquaient par le côté. L'un d'eux a réussi à faire exploser les munitions du Tiger qui étaient conservées à l'intérieur du char, ce qui a entraîné une horrible explosion interne, tuant tout l'équipage et faisant sauter la tourelle. C'était l'une des nombreuses situations où les équipages de Tiger II avaient subi l'issue ultime. Même si les commandants de Tiger II comparaient le fait d'être dans un Tiger II à tenir une masse pendant que les ennemis avaient des couteaux, cette confiance avait un côté sombre terrifiant. Ils savaient que leur char était une cible prioritaire et que si quelque chose tournait mal, ce qui arrivait souvent, toute cette confiance se transformerait en peur en quelques secondes. Toute panne, coup sur la chenille ou situation de débordement au milieu du champ de bataille ferait chuter leurs chances de survie. L'action la plus célèbre du Tiger II à l'ouest, et un autre exemple de ses forces se révélant comme des faiblesses, est survenue pendant l'offensive finale de l'Allemagne à l'ouest, mieux connue sous le nom de bataille des Ardennes. La division Panzer SS a avancé avec 6 tigres royaux et a semé la peur et la terreur dans l'armée américaine, car il était pratiquement impénétrable lorsqu'il était attaqué de front. Ce sur quoi les équipages de Tiger II n'avaient cependant pas compté, c'était en ses failles stratégiques lorsqu'il était utilisé sur un mauvais terrain. Avec tous les concepts ambitieux que l'Allemagne avait, comme un nouveau moteur Maybach HL 234 à injection de carburant de 800 chevaux, un canon à haute vélocité de 105 mm et même une conception de lunettes de combat nocturnes infrarouges, il était très clair à quel point leur plan était grand. La réalité était un peu différente de cela,
car aucune de ces améliorations proposées n'a jamais vu la production. Néanmoins, certains grands projets se sont concrétisés, comme la variante Jagdtiger du Tiger II, produite en 1944 et 1945. Construit sur une coque de Tiger II allongée avec un énorme canon de 128 mm sur une casemate fixe, c'était le véhicule blindé le plus lourd de la guerre, souvent appelé chasseur de chars. Mais aussi redouté que ce char était, il a partagé un sort similaire à son prédécesseur. Avec de nombreux problèmes mécaniques et un nombre de production limité de 88 unités, il a conclu l'histoire de la surextension de l'industrie de guerre allemande avec des rendements décroissants. Sur le papier, cependant, le char Tiger II était une force formidable et un facteur décisif de guerre certain. Il était nettement plus gros que le M4 Sherman américain ou le T-34 soviétique, car il pesait environ 68,5 tonnes. Et avec son canon en avant, il mesurait plus de 10 mètres de long, 3,75 mètres de large et environ 3 mètres de haut. Un blindage de 150 mm d'épaisseur, incliné à 40 à 50 degrés, associé à un canon à long tube et à haute vélocité avec une optique avancée, était une combinaison mortelle. Le canon pouvait atteindre des cibles à 1 ou 2 km et pénétrer environ 202 mm de blindage à 100 mètres ou jusqu'à 132 mm à 2000 mètres en utilisant des obus perforants standards, ce qui était un code de triche en soi. Maintenant, ajoutez un blindage extraordinairement épais pour les standards de la Seconde Guerre mondiale par-dessus tout ça, et nous obtenons un facteur décisif de guerre certain. Enfin, à condition que tout se passe comme prévu. Le blindage lourd causait des contraintes conséquentes sur le moteur, la suspension et la consommation de carburant, ce qui jouait un grand rôle sur le long terme. Le poids ralentissait le char au combat, car un moteur à essence Maybach HL 230 Feed 12 n'était tout simplement pas suffisant pour transporter cette bête de 70 tonnes. C'était évident étant donné que le même moteur était utilisé sur le char Panther de 45 tonnes, mais l'Allemagne y est quand même allée. Même si les Allemands avaient en quelque sorte calculé que le char pouvait atteindre 38 km/h, la réalité était un peu différente. Les commandants évitaient de dépasser 20 km/h en vitesse de croisière, car tout ce qui dépassait cela laissait souvent le char sous une contrainte mécanique sérieuse, entraînant des défaillances et des pannes. En 1944, le nombre de membres d'équipage formés conscients de cette limitation diminuait de plus en plus, ce qui rendait les pannes encore plus fréquentes, exposant une fois de plus le manque de fiabilité du char et réduisant davantage son efficacité. En terrain varié, le Tiger II atteignait une allure d'escargot d'environ 10 à 15 km/h dans de bonnes conditions. Une accélération lente rendait difficile la manœuvre du char dans les zones restreintes, ajoutant simplement à la liste des petits problèmes qui, en fin de compte, s'accumulaient et empêchaient le Tigre royal de répondre à ces énormes attentes. Un système de chenilles à double liaison s'est ajouté à cette liste continue. Il était censé simplifier la production déjà en difficulté, mais il s'est avéré qu'engager une dent sur deux sur le barbotin d'entraînement, plutôt que chacune d'entre elles, causait plus de mal que de bien lorsqu'il était couplé au poids massif du Tiger II. Cela causait un stress supplémentaire sur la transmission finale, entraînant souvent des pannes de transmission finale. Malgré une puissance de feu et un blindage extraordinaire qui pouvait surpasser n'importe quel char en engagement frontal, les faiblesses du Tiger II ont surpassé ses propres forces. En plus d'être surconçu et peu fiable, il consommait aussi environ 500 litres au 100 km, ce qui mettait l'Allemagne dans une position défavorable vers la fin de la guerre, alors qu'elle avait déjà du mal avec les approvisionnements en essence. Une fois que le Tiger II tombait en panne sur le terrain, les réparations sur place étaient un autre de ses casse-têtes, car il n'y avait aucun véhicule dédié capable de le remorquer. Le Tiger II est sans doute l'un des chars les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Il était largement redouté et mythifié, avec une réputation d'être pratiquement indestructible. Et avec son gabarit de 70 tonnes, son blindage épais et son redoutable canon de 88 mm, on avait toutes les raisons de croire la propagande de guerre. Mais quelques faits qui sapaient complètement son efficacité au combat sont restés tus à l'époque. L'idée du Tiger II a émergé après la rencontre de l'Allemagne avec les nouveaux chars soviétiques en 1941 et 1942. Les attentes d'Hitler pour cette nouvelle génération de chars étaient si élevées qu'on y travaillait déjà avant même que son prédécesseur, le Tiger I, ne fasse ses débuts sur le front.
Il était conçu comme un char de percée capable de briser les défenses ennemies de front grâce à une puissance de feu et un blindage supérieur. Le concept du char a été confié à 3 entreprises début 1943 et les travaux ont commencé. Henschel et Porsche étaient chargés de sa conception, tandis que Krupp était sous contrat pour développer une tourelle et une arme adaptée. Porsche a opté pour une approche plus innovante et radicale avec un moteur en position centrale, une tourelle à l'arrière, et même un système de propulsion hybride essence électrique expérimental sur une variante. Cependant, le haut commandement allemand a décidé d'aller avec la conception plus conventionnelle de Henschel, car elle était supérieure pour la production de masse. L'approche de Henschel, avec un moteur monté à l'arrière, un blindage entièrement incliné et une suspension à barre de torsion améliorée avec de grandes roues en acier chevauchantes, était tout simplement moins risquée pour le champ de bataille, et ils ont remporté le contrat. Le nom officiel de ce char lourd de nouvelle génération était Panzer VI ou Tiger II. Mais les troupes allemandes ont commencé à l'appeler Königstiger ou Tigre royal. Ce nom soulignait son statut prévu de roi des chars. L'un des éléments de conception distinctifs du Tiger II était sa tourelle, qui a fait l'objet de révisions importantes avant et pendant la production. La conception initiale de la tourelle, souvent appelée à tort tourelle Porsche, était une tourelle arrondie avec un masque incurvé à l'origine prévu pour les 2 prototypes. Elle avait une plaque frontale incurvée et des côtés inclinés qui lui donnaient un aspect plus arrondi et profilé. En 1944, environ 50 chars Tiger II ont été construits et envoyés au combat avec cette tourelle initiale avant qu'on ne réalise qu'elle avait un gros point faible. Un piège à obus était caché sous le masque incurvé du canon. Tout obus entrant qui frappait la courbe inférieure pouvait ricocher vers le bas, dans le blindage mince du toit de la coque. Cependant, les Allemands l'ont remarqué rapidement et avant même que ces unités n'aient vu le combat. Des révisions ont été apportées en production fin 1943. La tourelle de production repensée était dotée d'une plaque frontale plate beaucoup plus épaisse qui éliminait le piège à obus et était simplifiée pour la production en réduisant ses côtés incurvés. Les premiers des nombreux problèmes ont commencé à apparaître en production. Même si 1500 unités de Tiger II avaient été commandées, Henschel n'a réussi à livrer que 492 chars. Le manque d'unités produites était directement affecté par une série de raids de la RAF fin 1944 qui avaient dévasté les installations de Henschel. Non seulement cela a retardé la production, mais cela a aussi probablement empêché la construction de 650 unités supplémentaires de Tiger II. En plus de cela, chaque char Tiger II coûtait environ 320 000 Reichsmarks par unité, soit 2 à 3 fois le coût d'un char moyen plus simple comme le Panzer IV ou le Panther. Il y avait beaucoup de controverses sur la question de savoir s'il valait mieux simplement construire un plus grand nombre de chars moyens fiables et déjà éprouvés au lieu de dépenser une fortune pour moins de super lourds. D'autres problèmes de production se sont révélés en fin de guerre, comme les pénuries de matériaux. Comme les Allemands manquaient de caoutchouc, les grandes roues du Tiger II étaient entièrement en acier au lieu des pneus en caoutchouc à leur standard que le Tiger I avait. D'autres pénuries ont affecté la qualité des plaques de blindage, car les Allemands avaient utilisé des alliages de haute qualité de plus en plus rares pour les construire. Les pénuries de matériaux ont commencé à s'accumuler avec de nombreux sous-composants en rupture de stock également, tels que les transmissions finales, les joints d'étanchéité et même le carburant. Henschel et Krupp ont continué à faire des révisions et à proposer des ajustements avec chaque matériau manquant supplémentaire, mais ils n'ont pas réussi à en mettre en œuvre avant la fin de la guerre.